obtenu par l'Union en matière économique. Toutefois, il s'est préoccupé de la baisse de croissance enregistrée. La question sécuritaire a également largement été abordée et des mesures devraient être adoptées pour éradiquer le terrorisme dans la région. Nos ministres en charge de la défense et de la sécurité, que je tiens à saluer pour le travail remarquable qu'ils ont effectué, recommandent l'adoption par notre conférence d'un projet de déclaration et d'un projet de plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA. L'adoption de ces deux documents constituera une avancée majeure dans notre détermination collective à faire face à la recrudescence des actes terroristes dans notre espace communautaire. Il nous faut donc agir vite et agir efficacement. Nous devons pour cela veiller à la mise en œuvre rapide des mesures contenues dans le plan d'action et donner à la délégation générale à la paix et à la sécurité, qui vient d'être créée au sein de la Commission, le statut et les moyens y afférents. L'UEMOA doit faire sa mue en adoptant des réformes hardies, notamment dans son fonctionnement. Lors de notre dernier sommet à Cotonou, nous avions convenu de la nécessité de contenir les charges de la Commission et de rationaliser les organes de notre Union. À cet effet, une étude réalisée par la Commission fait des propositions concernant le prélèvement communautaire de solidarité et une revue de l'ensemble des organes de l'Union. À cet égard, nous devrions envisager une réduction du PCS, avec comme objectif d'atteindre 0,5% dans les meilleurs délais. La question du renouvellement des instances pourtant inscrites au programme a été reportée à la session prochaine. Auparavant, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont tenu la 4e session du sommet de l'Union. Au terme des travaux, ils ont réaffirmé leur soutien sans réserve au Mali, victime du terrorisme, suivant un extrait du communiqué final, lu ici, par Marcel de Souza, le nouveau président de la Commission. Ces propos ont été recueillis par nos envoyés spéciaux. Sur la situation au Mali, la conférence rappelle son attachement au respect de l'unité, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État malien. Elle exprime sa vive préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire au Mali, marquée par la recrudescence des attaques terroristes qui ont visé les forces de défense et de sécurité du Mali, les forces des Nations Unies, la force française Barkhane et les populations civiles. Cette situation constitue une menace pour l'ensemble de la sous-région. La conférence salue les efforts déployés par le gouvernement du Mali sous le leadership du président Ibrahim Boubacar Keïta en vue de l'application intégrale et effective de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. La conférence exprime son indignation face à la situation à Kidal où, un an après la signature de l'accord, le gouvernement et les forces de défense et de sécurité du Mali n'ont toujours pas accès pour une sécurisation complète du territoire national et exigent que cette situation prenne fin. Elle demande au mouvement signataire de s'engager de bonne foi pour une application diligente, intégrale et effective de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. La conférence réitère sa décision adoptée lors de la 47e session tenue à Accra le 19 mai 2015, selon laquelle toutes les forces de défense et de sécurité du Mali disposent du droit et de la légitimité d'occuper toute localité du territoire national dans le cadre de leur mission régalienne de protection des frontières, des personnes et de leurs biens, et que toute occupation par des forces irrégulières non étatiques est illégale et doit prendre fin. Elle demande, conformément aux résolutions
pertinente du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO, les forces de défense et de sécurité du Mali soient redéployées le plus immédiatement possible sur tout le territoire de l'État malien pour faire face aux ennemis de la paix et protéger les populations aux frontières. La conférence exhorte le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des mesures nécessaires pour renforcer le mandat de la MINUSMA et la doter de moyens et d'équipements adéquats en vue de l'adapter au contexte sécuritaire qui menace la paix et la sécurité de l'ensemble de la région avec des risques de contagion. Elle envisage de mettre en place une force multinationale mixte pour aller contre le terrorisme au Mali. Les autorités intérimaires constituent l'élément essentiel de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. C'est du moins la conviction de Mohamed Mahamoud El Omrani, doyen de la communauté arabe du Mali. Pour ce leader de la plateforme, le gouvernement et les groupes armés doivent avancer aujourd'hui main dans la main du reste. Pense-t-il, le gouvernement dispose du soutien extérieur et intérieur nécessaire pour la mise en œuvre de l'accord. Je vous propose de l'écouter. Pour nous, le gouvernement a entre les mains, en ce moment, tous les moyens. Un soutien extérieur et un soutien complet sur le plan intérieur pour la mise en œuvre de cet accord. Les populations souhaitent la mise en œuvre rapide de cet accord. La mise en œuvre rapide, c'est quoi? C'est que l'accord atteigne un point de non-retour. Le point de non-retour, c'est quoi? C'est la mise en place des autorités transitoires. Ce sont ces autorités transitoires qui sont l'élément essentiel dans l'application de cet accord. Ce sont ces autorités transitoires qui vont aider au cantonnement. Ce sont ces autorités transitoires qui vont encourager et pousser les mouvements à déposer les armes. Et il faut absolument qu'on avance. Les mouvements doivent mettre un terme à leur petite querelle et s'unir. Parce qu'en réalité, nous sommes aujourd'hui des partenaires. On a signé un accord entre le gouvernement et des mouvements armés qui avaient des revendications. Ces revendications sont satisfaites dans le cadre de l'accord. Eh bien, les mouvements, le gouvernement, eh bien, les populations leur demandent d'être des partenaires. Et pour nous, communauté, population, le gouvernement et les populations et les mouvements armés ne sont plus des adversaires. Cette étape doit être dépassée. Les revendications sont terminées, sont derrière nous. Ce qui est devant nous aujourd'hui, c'est la mise en œuvre rapide de cet accord. Visite inopinée du ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement sur certains chantiers dans la région de Ségou. Mamadou Hachim Koumaré a constaté des faiblesses chez certaines entreprises. Dougoufana Traoré. 4 grands chantiers ont reçu cette visite inopinée du ministre de l'Équipement. Il s'agit des travaux de construction des voies urbaines de Kirango-Markala, de l'échangeur multiple au rond-point de Markala à Ségou, des 2x2 voies de la section de 100 Ségou sur 7 km de la RN6 et des travaux d'aménagement des voies urbaines de Ségou. À l'issue de ces visites, l'entreprise ECGF du chantier de Markala et son bureau de contrôle ont été fortement interpellés. Le premier constat, une partie des travaux n'est pas à la hauteur de la qualité requise. En revanche, sourire large devant les chantiers de l'échangeur multiple à Ségou, sur les 2x2 de la RN6 et de ceux à l'intérieur de la ville de Ségou. Le rythme des travaux est très encourageant et c'est un groupement d'entreprises ETEP et EJICA qui tient ces chantiers. Certaines parties de la route de 100
ont même reçu du bitume. Pour les 7 km, nous sommes autour de 94%. Pour l'échangeur et les voiries, nous sommes autour de 30% d'avancement. Le sourire un peu, oui. Pour deux raisons. La première raison, c'est que l'entreprise est décidée à donner un travail de qualité. Et le travail qui a été fait aussi a une qualité que nous avons appréciée. Le deuxième aspect sur lequel nous voulons attirer l'attention, c'est que nous avons vu que la collaboration avec les autres ministères, surtout le ministère en charge de l'eau et de l'électricité. La fin des travaux du chantier de la ville de Ségou est fortement attendue par les populations, car la ville de Ségou ne devrait plus connaître d'inondations à répétition à l'actif des nouveaux canaux d'évacuation d'eau pluviale. Le ministre de l'Agriculture qui a bouclé hier sa série de visites de terrain dans la zone ODRS, office rural de Séléngué, par Fanza et Koutouba, deux villages retenus dans le cadre du projet Village agricole. Kassim Denon a donné aux populations des explications sur le projet et a noté par la même occasion leurs préoccupations. Envoyé spécial, Modibo Mariko, Abdoulaye Diarra. Les NVA, Nouveau Village Agricole, un projet présidentiel de relance du secteur de l'agriculture au Mali. En chiffres, les NVA, c'est 3 000 logements sociaux, 60 000 hectares à aménager, 3 000 jeunes à installer pour 3 000 emplois directs créés contre 21 000 indirects. Pour donner corps à ce projet, le ministre de l'Agriculture a rencontré les populations à la base pour échanger avec elles. Une démarche participative que les populations ont bien appréciée en donnant leur engagement de leur appropriation du projet. Nous avons noté que les populations ont beaucoup adhéré au projet. Ils sont très satisfaits, ils sont très enthousiastes à recevoir le projet. Cela aussi était extrêmement important. Nous avons visité les sites, nous avons rencontré les producteurs. Nous avons partagé avec les producteurs tout l'esprit qui sous-tend la création de ce nouveau village dans le cadre du projet présidentiel d'aménagement des terres afin de fixer non seulement les jeunes, mais aussi révolutionner la productivité agricole au niveau de ces aménagements-là. Dans la zone ODRS, des sites sont retenus dans le cadre de ce projet. Il s'agit de la plaine de Fanza où 606 hectares de superficie aménageables sont prévus et celle de Kotuba 280. Quand on va créer ces nouveaux aménagements, quand on va installer des nouveaux types d'exploitation agricole, il faudrait que ces nouveaux exploitants agricoles puissent vivre en harmonie avec ceux qui sont déjà dans le terroir. Cela, nous avons insisté là-dessus. Je crois que les exploitants de la zone sont prêts à les recevoir. Deuxième chose, avec le seuil de Kourba, nous avons demandé aux populations de respecter toutes les normes hydrauliques qui vont être mises en place pour pouvoir mieux irriguer ces parcelles. Les populations ont adhéré à l'initiative. L'avènement d'un tel projet suscite de grands espoirs dans le monde rural et particulièrement au sein de la couche juvénile. Un espoir fondé quand on sait les potentialités de notre pays dans le domaine de l'agriculture. En 5e région, plus de 788 millions de francs CFA ont été investis pour la réalisation du nouveau centre de santé et de référence de Mopti. Inauguré hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, l'infrastructure est le fruit de la coopération entre le Mali et le Royaume des Pays-Bas. Yacouba Mega, compte rendu. Le nouveau centre de santé de référence de Mopti est la concrétisation d'une promesse présidentielle, celle de doter la ville de Mopti d'une infrastructure sanitaire moderne à travers la réhabilitation de l'ancien hôpital Sominé Dolo et la construction de nouveaux bâtiments équipés et dotés en moyens logistiques. Il comprend un service d'urgence, un bloc opératoire, une maternité, un laboratoire, une pharmacie, des salles d'hospitalisation et un bloc administratif. Monsieur le Président de la République, suite à la demande des autorités coutumières et traditionnelles de Mopti, s'était engagé à doter la ville de Mopti d'infrastructures sanitaires modernes pour soulager les souffrances des populations en matière de santé. Cette nouvelle infrastructure qui offre désormais un nouveau cadre de travail pour le personnel et des soins de qualité aux populations a coûté un peu plus de 788 millions de francs CFA sur financement exclusif du Royaume des Pays-Bas. Dans cette période où la situation de sécurité dans le centre du pays est de plus en plus fragilisée, il est primordial de montrer à vous, à la population ici, que l'État et ses partenaires, comme les Pays-Bas, continuent à travailler pour votre bien. La réalisation de ce nouveau centre de santé de référence de Mopti entre dans le cadre du projet infrastructure sanitaire en zone tampon dans les régions de Ségou et Mopti. C'est un projet mis en place en 2012 avec comme objectif de renforcer les capacités des deux régions à faire face aux conflits dans le nord du pays.
Et toujours en 5e région et encore grâce à la coopération avec le Royaume des Pays-Bas, le PNUD vient de réhabiliter et d'équiper le tribunal de grande instance de Mopti et la cour d'appel. Le tout pour un coût global de 210 millions de francs. La rénovation de ces deux structures s'inscrit dans le cadre du projet de restauration de l'autorité de l'État et l'accès à la justice au nord du Mali. Jules Sambou-Sissoko. Le tribunal de grande instance de Mopti et la cour d'appel offrent le confort et toute la commodité. C'est la vue interne et externe des deux structures réhabilitées, équipées et dotées d'outils informatiques par le PNUD sur le financement du Royaume des Pays-Bas. Coût global des efforts financiers descend 10 millions de francs CFA. Les partenaires ont une bonne visibilité des investissements. Le PNUD se réjouit d'accompagner le gouvernement du Mali dans la restauration effective de tout l'État dans tout l'étendue du territoire. Et cette initiative ici, ce projet que nous appuyons, qui entre dans le cadre avec la mission et le mandat du PNUD, va dans ce sens-là. La restauration de l'autorité de l'État est au cœur des actions gouvernementales au Mali. Je me réjouis vraiment de l'amélioration des conditions de travail des magistrats. Et ça, c'est grâce à l'appui du Royaume des Pays-Bas avec les partenaires comme le PNUD, la MINUSMA. Donc la visite des infrastructures vraiment me comble ce matin de joie, puisque c'est une façon de contribuer à la consolidation de l'état de droit et au renforcement des capacités de la justice. Madame le ministre s'est donné le temps pour apprécier le confort des deux structures par une visite soigneusement guidée. Sanogo Aminata Malé attache du prix au bon entretien des bâtiments. La mission universitaire de Gao vient de rencontrer les forces vives de la cité des Askia. Le but était d'échanger avec elles sur les possibilités de création de l'université du Sahel de Gao. La journée de réflexion a regroupé, outre les responsables du monde scolaire, les autorités et les partenaires techniques et financiers. Le compte rendu depuis Gao de Boubacar Bablé-Touré. Il s'agissait à travers cette journée de réflexion d'échanger avec les forces vives sur les conditions de création d'une université à Gao. L'université en question, une fois créée, portera le nom de l'université du Sahel de Gao. L'initiative de la mission universitaire du Mali est considérée comme une démarche participative. Notre mission a été mise en place dans le but de réfléchir aux bonnes conditions de création et d'ouverture de cette université. Et pour cela, nous avons jugé indispensable de faire des déplacements pour rencontrer les populations de Gao, les autorités politiques administratives, les ONG, la société civile, pour dégager avec eux quelles sont les meilleures pistes possibles pour que cette entreprise soit une réussite totale. Ces acteurs de la cité des Askia avaient comme mission, au cours de cette journée, d'identifier les filières de formation de l'Université du Sahel de Gao, de préparer les avant-projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Université du Sahel de Gao, d'évaluer le potentiel résident et les besoins en recrutement du personnel enseignant, administratif et technique, d'évaluer le coût des investissements à réaliser pour ne citer que celle-ci. Les enfants qui vont passer au bac 2016 pourront s'inscrire dans cette université-là et leur épargner toutes les tracasseries de Bamako. Moi, je pense que vraiment c'est une initiative que nous saluons, que nous avons attendue depuis longtemps. Auparavant, une minute de silence a été observée aux victimes de l'attaque perpétrée contre le camp chinois de la MINUSMA à Gao. À Koulikoro, conférence régionale du Rassemblement pour le Mali RPM, elle a permis de communiquer sur plusieurs thématiques. Ce rendez-vous politique a enregistré la présence des délégués venus de tous les cercles de la région de Koulikoro, de plusieurs autres militants et sympathisants du RPM. Brahima Kone. Cette conférence régionale du Rassemblement pour le Mali RPM se veut un espace d'échange et de dialogue politique. Elle devra contribuer à tester la capacité de résilience du parti du Tisserand. On est averti quand déjà nous savions qu'il y a des problèmes à nos seins. On est obligé de se lever et voir comment on peut amener cette cohésion. Ce rendez-vous politique de Koulikoro aura permis d'égrener le chapelet des acquis tant sur le plan national que régional avec le leitmotiv Koulikoro politique. Koulikoro politique pour le RPM, c'est 366 644 voix pour IBK sur 433 734 votants, soit 86,84% pour la région de Koulikoro. Koulikoro politique pour le RPM, c'est 18 députés RPM sur un potentiel de 23. Les communications ont aussi porté sur la problématique des élections à venir, le RPM, les groupements politiques et la vie de la nation malienne. Ça a été l'occasion de voir ensemble
c'est une grande famille. Les réalisations du gouvernement, les 2 ans et demi du président Ibrahim Boubacar Keïta, mais ça nous a permis également de voir quel sang nouveau nous-mêmes nous devons nos partis. Le Mali aujourd'hui, nous avons besoin de la cohésion, nous avons besoin de la bonne volonté de tous ces enfants pour que nous puissions dans la même veine travailler pour en tout cas apaiser ce pays, lui donner les chances, n'est-ce pas, de son développement. Le parti, il faut le reconnaître, a eu quelques soubresauts. Et ces soubresauts-là, il faudrait pouvoir les éliminer pour que nous puissions aller de l'avant. Le RPM dit être en mesure d'aplanir les difficultés, de redorer son blason sur l'échiquier politique afin de mieux contribuer à la construction nationale. 6e édition des journées des banques, le financement des projets structurants pour une croissance économique soutenue et durable dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures était au centre d'une conférence. À travers cet espace, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali veut mettre en exergue le rôle que les banques peuvent jouer dans le développement du pays. Mamari Koné, compte rendu. Les banques et les établissements financiers jouent un rôle de premier plan dans l'augmentation du taux de croissance d'un pays. Et pour rendre inclusif ces taux, il faut des projets structurants. En organisant cette conférence débat autour du financement des projets structurants, l'APBF veut engager la réflexion en prélude à l'organisation en 2017 par le ministère de la Promotion de l'Investissement et du secteur privé du forum sur le thème « Investir au Mali ». Dans son exposé, le président de l'APBF est convaincu que l'agriculture, l'énergie et les infrastructures peuvent être financées par les banques maliennes. Les agropoles sont des espaces géographiques bien déterminés qui concentrent toutes les chaînes de valeur allant de la production à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles. L'État se doit de réaliser des investissements d'envergure pour promouvoir les exploitations agricoles de taille optimale autour desquelles vont graviter plusieurs activités économiques attirés par les investissements et qui vont optimiser ces derniers. Le deuxième conférencier a évoqué les outils communs à l'échelle régionale pour engager la modernisation des services financiers digitaux. À cet effet, le directeur de Jim Eomoa, Blaise Aouchende, s'est beaucoup apaisanté sur la carte du groupement interbancaire monétaire de l'UEMOA. Jim Eomoa propose aux banques et établissements financiers une plateforme de solutions monétiques innovantes. C'était tout à fait normal parce que c'est un débat qui porte sur le financement des projets structurants, c'est-à-dire les très gros projets qui ont un impact sur plusieurs secteurs d'activité dans notre économie nationale. Et de ce point de vue-là, les experts ont fait des exposés très très intéressants qui ont montré clairement que les banques maliennes sont déjà impliquées largement dans le financement de l'investissement dans notre pays, mais qu'elles peuvent faire encore beaucoup plus si un certain nombre de problèmes étaient réglés. Pendant plus de 3 heures d'horloge, étudiants, entrepreneurs et banquiers ont échangé sur les contours du financement des projets structurants ainsi que les domaines d'intervention du Fonds de solidarité africain basé à Niamey au Niger. Le ministère de l'Investissement et du secteur privé a profité de cette journée pour expliquer les dispositifs d'appui aux PME et le projet de loi portant sur le partenariat public-privé en cours d'élaboration. La situation du VIH et du sida dans notre pays était au centre d'une conférence de presse tenue ici à Bamako. Selon les initiateurs de cette conférence, le Mali n'a pas connu de rupture de traitement antirétroviraux ARV depuis 2013. Je vous propose de suivre ce reportage là-dessus de Moussa Fane. Le Mali compte 92 sites de traitement antirétroviral et 446 sites de prévention de la transmission mère-enfant. Et l'achat des médicaments est assuré par l'État depuis 2013 à travers le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Voilà le panorama de la situation de cette maladie au Mali. Pour le suivi biologique des PV-VIH, un montant de 165 357 500 francs CFA a été mobilisé par l'État en 2015 pour l'achat d'équipements et de réactifs. Le ministère de la Santé assure la prise en charge du VIH et le sida avec l'ensemble des partenaires, y compris les PV-VIH, qui participent aux actions de planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation. Face à cette maladie, le Mali dispose d'un cadre stratégique de lutte pour soulager les malades. Les besoins de santé des personnes vivant avec le VIH aujourd'hui sont couverts en termes de soins, en termes de prévention
et en termes de soutien psychologique, même en termes de soutien économique et social. Cette conférence de presse aura permis d'identifier les hommes des médias sur le traitement du VIH et le sida au Mali. Environ 35 000 patients, dont plus de 2 000 enfants, sont régulièrement suivis. En 2015, les activités de Kafo-Diguineo ont connu une augmentation de 8,2%. Pendant la même période, la structure a enregistré plus de 16 000 nouveaux adhérents. Ce sont là quelques informations issues de la 27e Assemblée générale ordinaire de Kafo-Diguineo. Moussa Fani, compte rendu. Cette 27e Assemblée générale de Kafo-Diguineo se veut un exercice bilan activité menée en 2015. Le taux de croissance globale de l'activité de Kafo-Diguineo est passé de 6,2% en 2014 à 8,2% en 2015, soit une augmentation annuelle de 2%. Cette croissance est le fruit d'un effort intense déployé par l'ensemble des ressources humaines, techniciens et élus. Kafo-Diguineo n'a pas failli à ses missions, entre autres celle de préserver la sécurité et la liquidité des dépôts de ses membres. S'agissant des perspectives, plusieurs activités sont au programme de l'Union des caisses mutuelles d'épargne et de crédit Kafo-Diguineo. Les enjeux les plus importants de Kafo-Diguineo durant les 3 années à venir sont les suivants. La poursuite de l'assainissement de la qualité du portefeuille crédit, la poursuite de la maîtrise des charges, la poursuite du développement des marchés en milieu rural et urbain, tout en améliorant la qualité des services aux membres afin d'améliorer la compétitivité. Je peux vous assurer que le département de l'économie et des finances ainsi que la Banque centrale mettront tout en œuvre pour jouer pleinement leur partition, à savoir la mise en œuvre de la réglementation et le renforcement de la surveillance du secteur. La caisse d'épargne et de crédit Kafo-Diguineo a récompensé les meilleurs clients qui a épargné. Ce prix a été enlevé par Sidi Traoré de Cléla. Les caisses qui ont enregistré des meilleurs résultats en 2015 ont également été récompensées. 13e session de l'Assemblée générale de la Caisse associative d'épargne et de crédit des entreprises et des commerçants KSC Diguissémé. Parmi les points évoqués, les différents rapports des structures de gestion et la baisse de l'encours crédit en 2015. Kandesila depuis Ségou. L'analyse des états financiers de la Caisse associative d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants KSC Diguissémé et les différents rapports présentés au cours de cette 13e Assemblée générale de la Caisse de Ségou font ressortir que la KSE ne va pas mieux en termes d'objectifs malgré la tenue de 17 réunions assorties de 175 résolutions. La KSE de Ségou a connu une baisse d'activité entre 2014 et 2015, tant en termes d'encours de crédit, moins 9%, qu'en termes d'évolution de l'offre de crédit, moins 13%. Le franc CFA 120 millions en 2015 contre un déficit de franc CFA 45 millions en 2014. Ce solde d'opération est nettement en deçà de nos prévisions. Qu'à cela ne tienne, la Caisse entend déployer des efforts afin d'améliorer la tendance déficitaire et amorcer une croissance soutenue, surtout au regard de la contribution de la KSE dans le développement régional. De 1999 à nos jours, la KSE a injecté dans l'économie locale 8 997 crédits pour la somme totale de 11 716 millions de francs CFA. Cette 13e Assemblée générale apparaît donc opportune pour les dirigeants et les acteurs de la Caisse de trouver les stratégies nécessaires pour la relance des activités. Les recommandations et la mise en place de nouveaux bureaux au cours de l'Assemblée générale seront certainement quelques-unes de ces stratégies. Je vous l'annonçais en début de journal, le président de la République est arrivé ce soir en provenance de Dakar, où il a pris part à la 49e session ordinaire de la CEDEAO et la session extraordinaire de l'UEMOA. Son arrivée à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou, le chef de l'État au micro de Khadija Toukone a fait le point de ces deux rencontres. Je vous propose de l'écouter. Chacun comprendra tout d'abord que mes mots soient d'abord de remerciement au peuple sénégalais, au président Macky Sall pour l'accueil fraternel et toujours très chaleureux qu'il lui a réservé quand nous arrivons dans ce pays, amis et frères.
Sénégal. Et également remercier pour la parfaite organisation de ces deux sommets, le sommet de la CEDEAO et le sommet de l'UEMOA. Le premier, le sommet de la CEDEAO, a été un grand moment de communion avec nos frères de la CEDEAO. Je leur ai dit la réalité malienne, telle qu'elle se déroule aujourd'hui, après un an de l'accord pour la paix et la réconciliation, signé à Bamako le 20 juin 2015. Et nous sommes pratiquement à un an. J'ai dit combien nous étions soucieux que ce temps se soit écoulé, qui a vu notre gouvernement déployer des efforts inouïs au quotidien, aussi bien matériels, financiers qu'humains, pour que l'espoir né se conforte quotidiennement et nous conduise à cette paix chère au cœur de tous les Maliens. Il demeure qu'aujourd'hui encore, nous avons des raisons sérieuses d'inquiétude quand on voit certains lambinés, quand on voit certaines accusations faciles. Et tout cela toujours tourné et imputé au gouvernement du Mali. C'est trop facile. J'ai dit ce que le gouvernement du Mali a fait, concrètement, dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, dans tous les domaines, y compris au plan institutionnel. La création de Menaka Taoudini, suivie par des actes concrets de maillage administratif pour que ces entités-là soient dotées. Et le vote par notre Parlement également de la loi sur les autorités intérimaires, tout cela y participe. Et il y a eu un petit temps d'observation quand notre opposition, de manière démocratique, a estimé devoir rester en justice, son droit, elle l'a fait, au motif que la loi sur les autorités intérimaires jurait la Constitution. Il fallait laisser le temps à la Cour constitutionnelle du Mali d'opiner ce qu'elle a fait. Ce temps-là a été perçu par certains comme un temps de retard imputable au gouvernement du Mali. Non, trop c'est trop. Nous avons dit qu'il est temps que l'on sache, urbi et orbi, ce qui se passe en terre malienne. Et qu'il est temps également que le gouvernement du Mali puisse circuler librement en République du Mali, du nord au sud, d'est en ouest, dans toutes les localités du Mali, sans que rien ne puisse empêcher l'aller et venir. Que les forces armées et de sécurité du Mali puissent aller ça et là, en République du Mali, sur l'ensemble du territoire malien, dans toutes les localités, sans que rien puisse s'y opposer, conformément à l'accord. Et il est temps également que le Conseil de sécurité songe à appliquer concrètement ce qu'elle a dit dans des résolutions pertinentes, successives, qu'attention, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali est d'obligation rigoureuse d'observation par tous les protagonistes, qu'il ne peut pas être toléré qu'aucun puisse penser s'en affranchir. Il est temps que le Conseil songe à regarder de près ce qui se passe en terre malienne. Pour notre part, nous demeurons optimistes. Nous demeurons également dans la fraternité où on nous a toujours vus, pour qu'ensemble, nos frères des mouvements, nos frères de toutes les parties concernées, et nous, continuons à nous donner la main pour faire que cet accord de paix soit ce qu'il est attendu de lui, le canevas dans lequel nous allons pouvoir prospérer et implanter et faire prospérer une paix véritable au profit de tous les Maliens, de quelque endroit qu'ils fussent. C'est cela ce qui est attendu. Et la CEDEAO l'a entendu ainsi. Je ne crois pas qu'une résolution de la CEDEAO ait jamais été aussi ferme, aussi concrète, aussi précise, s'agissant du Mali. Celle issue du sommet de Dakar, 49e sommet de la CEDEAO, l'aura été de ce point de vue-là assez fructueux. Et je pense que la lecture du communiqué a rassuré plus d'un. La CEDEAO est avec nous, avec le Mali.
un accompagnement constant et total et déterminé. Je pense qu'il est temps que chacun, engagé dans le processus de paix au Mali, prenne ses responsabilités face à l'histoire du Mali, aujourd'hui et demain. Nous prenons les nôtres, qui nous a vus aller à Dakar et dire ce qui devait être dit à Dakar pour que nos frères entendent bien ce qui se passe au Mali. 2 mois, notre espace économique monétaire est un succès, c'est vrai. C'est un cas d'ailleurs d'école. L'union monétaire a précédé l'union économique. Et chaque jour, nous voyons sur le chantier de la construction de notre intégration régionale. C'est un bel exemple d'intégration, de coopération sous-régionale. Là également, nous avons revu avec nos frères tous les aspects de notre coopération intra-communautaire et fait des projections d'avenir également pour le renforcement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et je pense que c'est une bonne chose. Il y a eu également la revue institutionnelle pour voir comment nous pourrions penser à rationaliser aujourd'hui le fonctionnement de l'Union économique. Ça coûte cher, effectivement. Et nous songeons là, comme à la CEDEAO, à faire en sorte qu'il y ait plus d'investissement, plus de capacité d'investir dans les projets que de dépenses de fonctionnement. Pour cela, il faut rationaliser et certains organes vont en payer le prix. Les frais de fonctionnement également au quotidien seront revus à la baisse, drastiquement. Tout cela est nécessaire pour le bien de l'organisation et de l'intégration. Le privilège sera donné, d'abord, la priorité sera donnée en toute la cause au projet. Chacun comprendra également que les questions de paix et de sécurité aient pris une part prépondérante dans nos débats. Quand on sait que juste à la veille de la tenue de notre sommet, au Niger, c'est une tragédie a frappé ce pays-là. 30 soldats du Niger ont été froidement massacrés à l'heure de la prière. C'est vous dire à quel monstre nous avons affaire. Un musulman ne tue pas un musulman qui s'apprête à prier. Ça a été le cas à Bosso. Je voudrais dire toute la sympathie, toute la compassion de l'ensemble du peuple malien à l'endroit du peuple frère du Niger, la compassion et la sympathie vive des forces armées de sécurité du Mali en tant que chef des forces armées maliennes à l'endroit des forces armées nigériennes. Encore une fois, nous sommes solidaires de la lutte contre Boko Haram et de la lutte contre toutes les formes d'extrémisme, singulièrement du terrorisme criminel. Permettre aux musulmans de regagner leur demeure sans trop de difficultés avant la rupture de jeûne, c'est le but de certaines modifications dans la circulation bamakoise. Des mesures qui sont une initiative de la mairie du district, du ministère des Transports et du syndicat des chauffeurs. Le point avec Abdul Karim Kaba. Pour mieux faciliter le retour au domicile pendant le mois de Ramadan, la circulation sera alternée. Quelques principaux axes sont concernés par ces mesures. Entre autres, l'avenue Cheikh Zayed, du carrefour de l'hôpital Gabriel Touré au carrefour Sodouf à Boulkassoumbougou. La circulation alternée, c'est une stratégie de gestion, une stratégie de régulation du trafic basée sur l'alternance du sens de circulation sur un tronçon de route. C'est ainsi qui nous concerne. Donc elle vise notamment à accroître la capacité de déploiement d'un certain type de trafic. Ces mesures s'appliquent tous les jours, du lundi au samedi, de 16h à 19h30. On demande à tous les chauffeurs d'être courtois avec les autres usagers pour tous les désagréments causés par ces petits changements. Les autorités de la cité des Trois Caïmans ont voulu ces mesures pour soulager les populations. Nous voudrons, toujours au nom du conseil municipal, de l'ensemble des populations, demander à tous d'accepter ce sacrifice qu'on va leur demander pour ce temps si béni, pour leur sécurité et pour leur confort. Ce mois de solidarité, de partage et de dévotion ne doit pas être un mois de souffrance. Au contraire, un mois au cours duquel chacune et chacun, en venant à la maison, arrive en toute quiétude et dans les délais requis pour qu'en cours de route, ils ne puissent pas faire la rupture du jeûne. L'application de ces mesures ne vont pas sans désagrément.
Et pour cela, les responsables de la ville de Bamako demandent l'indulgence de tous. Le Boubou, c'est l'intitulé d'une création de l'artiste chorégraphe Sékou Keita. Ce spectacle basé sur la danse est une contribution à la paix dans notre pays et dans le monde. Il l'a présenté hier soir à l'Institut français de Bamako. Le dossier culture vous invite au cœur d'une représentation moderne inspirée de la diversité culturelle de notre pays. Abdraman Keita, Fousseni Tunkara et Cheikh Oumar Sangaré. Un boubou comporte plusieurs composantes et est important dans les styles vestimentaires maliens. C'est ce qui explique le nom boubou pour ces spectacles soutenus par la voix de la diva Babani Kone. Une création mixte d'images et de chorégraphies avec lumière et son d'instruments traditionnels. Le djembé, c'est un son d'appel. Le djembé, en fait, ça permet avant la lettre, ça permet de se communiquer. Il y avait le djembé, il y avait le yabara aussi, qui est un instrument très important, des bambara. Il y avait aussi le tamani. Le boubou est un spectacle dans lequel l'auteur casse constamment la monotonie avec plus d'une vingtaine d'acteurs sur scène. Le scénario est divisé en 4 thèmes. En tant qu'artiste, en fait, je vis avec mon temps. Évidemment, je parle des règlements climatiques, je parle de la guerre, je parle du djiggia, je parle de tout ce qui se passe aussi actuellement. La guerre, c'est pas simplement qui se passe ici, c'est mondialement et je parle de certains messages. Mais aussi de gaieté, vraiment magnifier la danse simplement, la danse, la joie. Comme l'a dit le chorégraphe américain Martha Graham, les grands danseurs ne sont pas grands à cause de leur technique, ils sont grands à cause de leur passion. L'auteur du spectacle, le boubou, Sékou Keita, enseigne et présente la danse à travers le monde. Ici, l'automatisme et la cohérence des gestes sont les fruits d'une bonne préparation. Quand on travaille avec les gens, il faut aussi comprendre les autres. C'est pas simplement d'être coloré, c'est moi qui dirige, c'est moi le chorégraphe. Il y a beaucoup de paramètres qui font que souvent ça va pas. Et il faut justement, par rapport à ça, il faut jouer avec ce jeu-là, avec les autres et pour être un bon leader. Les pas de danse sont inspirés du terroir et le spectacle est aussi un appel pour un Mali de paix. Le public présent fut simplement fasciné par cette création artistique et culturelle. Toute la diversité culturelle qu'on vient de voir tout de suite à travers ces différentes scènes me rassure à plus d'un titre. Et surtout la dernière scène qui vient de se présenter et qui demande la réconciliation, la cohésion sociale et l'amour dans le cœur des Maliens. C'est un spectacle extraordinaire qu'on vient d'assister ce soir parce que j'avoue qu'aujourd'hui j'étais vraiment ébloui par les efforts qu'ils ont faits. C'est plus beau que je m'imaginais, c'est très émouvant et c'est aussi un signe de la vitalité du Mali et de cet amour des Maliens pour leur pays. À côté de nos danses traditionnelles, la danse contemporaine est en plein essor. Cela se comprend aisément quand on sait que le Mali possède une riche culture de danse. Juste après, donc dans quelques instants, vous pourrez suivre l'émission Action gouvernementale. Yaya Konate et Sidiki Dambélé reçoivent le colonel-major Salif Traoré, ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue demain, 10h-13h, une présentation de Rachel Tessougué. Les éditions du soir vous seront présentées par Kadiatou Kone. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci.